modernes et des préprocesseurs CSS et leur existence dans nos développements actuels au vu des dernières avancées qu'on a pu voir avec le CSS. Je me présente rapidement, je m'appelle Audrey Dubois, je suis développeuse front au sein du SI d'Harmonie Mutuelle. Je suis débutante dans les conférences, donc j'espère que le format et le thème va vous plaire aujourd'hui. Pourquoi je me suis posé cette question les préprocesseurs ont-ils encore leur place dans nos développements actuels et futurs? C'est que j'ai fait, comme vous, je pense, le constat que le CSS a énormément évolué ces dernières années et il tend de plus en plus à ressembler, en tout cas syntaxiquement, tous les préprocesseurs comme SAS ou LESS. Donc pour répondre à cette question, je vais découper ce quickie en 3 grands chapitres. On va d'abord prendre le point de vue des préprocesseurs. Ensuite, on va se mettre du côté du CSS et de voir toute sa remise en question ces dernières années et de son évolution. Et ensuite, on va faire une synthèse de tout ça pour voir si oui ou non on peut répondre à notre question de départ. Donc pour savoir si déjà les préprocesseurs sont pertinents, il faut déjà comprendre pourquoi ils ont été créés. Et donc pour la suite de ce talk, je vais prendre l'exemple de SAS parce que c'est le plus utilisé actuellement. Donc pourquoi ils ont été créés? Ça a été créé en 2006, à un moment donné où le CSS était assez mal vu à cause du CSS 2.0, qui a été spécifié très rapidement et du coup qui a induit beaucoup d'anomalies au niveau de sa spécification. Et les spécifications 2.1 qui sont censées pallier toutes ces erreurs ne sont pas encore en place. Du coup, les préprocesseurs sont arrivés et vont pallier à toute une panoplie d'erreurs qu'a fait le CSS 2.0. Si on prend l'état des lieux au niveau à la fin des années 2000, on se rend compte que le CSS est assez complexe à maintenir. Il va induire beaucoup de code répétitif et il est très mal pris en compte par les navigateurs, en tout cas de façon très hétérogène. SAS va donc arriver et va nous donner tout un panel de fonctionnalités pour pallier à tous ces problèmes. Il va nous rajouter déjà toutes les fonctions de logique qu'on n'a pas du tout en CSS, comme le for, le each, etc. Il va nous rajouter les variables qui n'existent pas encore en CSS à cette époque-là. Et là, c'est pareil, ça va nous permettre d'optimiser un maximum notre code CSS. Et il va nous rajouter le nesting. Le nesting, c'est le fait d'imbriquer les règles les unes dans les autres. Ça n'existe pas encore en CSS et ça améliore énormément la lisibilité du code. Ça, c'est toutes les fonctionnalités qu'il a embarquées dès le départ, mais il a continué à évoluer. Au fil du temps, on va avoir l'ajout aussi du @include qui va permettre de gérer finement les imports de fichiers, ce qu'on n'a toujours pas en CSS, et l'ajout de multifonctions comme list ou map qui nous permet d'utiliser des pseudo-objets en CSS. Là encore, ça n'existe pas en natif. Et tout plein d'autres fonctions, une fonction de debug qui peut être très utile quand on commence à faire du CSS. Donc on voit que ça, il n'est pas resté à pallier au problème du départ, il a continué à évoluer et à rajouter toujours plus de fonctionnalités pour nous faciliter la tâche. Là, dernièrement, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été dans la conférence de CSS juste avant, mais il y a eu une évolution au niveau des spécifications des couleurs, et ça a pris en compte très très rapidement toutes ces spécifications, à rajouter des fonctionnalités pour que dès que ça a été pris en compte par les navigateurs, les développeurs pouvaient déjà travailler avec. Maintenant, si on prend le point de vue du CSS, donc on a vu qu'il a très mal démarré avec le CSS 2.0, mais il a réussi à se remettre en question et a beaucoup évolué ces dernières années. Je ne vais pas faire la liste de toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a énormément, mais j'ai pris les 3 fonctionnalités qui pour moi ont été les points d'orgue de son évolution. Il y a tout d'abord les custom properties. Donc maintenant, ça va faire quasiment 10 ans que Firefox les a intégrés et 8 ans, je crois, pour Google Chrome. Ce sont l'équivalent des variables en SAS, à quelques petits détails près. La première, ça va être la syntaxe, qui ne va pas être la même, comme on peut le voir ici. Et la deuxième, c'est que ces variables en CSS sont dynamiques. C'est-à-dire que quand on arrive dans le navigateur, on peut toujours avoir accès à ces variables via le JavaScript, ce qui n'est pas du tout le cas avec SAS, puisque c'est un langage qui va être compilé, et du coup, les valeurs vont être transcrites en valeurs statiques. Ensuite, on a les fonctions dynamiques. On a vu que SAS nous a donné tout un panel de fonctions
comme map et liste, le CSS natif aussi a ses propres fonctions. Elles sont dynamiques dans le sens où, suivant l'environnement du navigateur, les valeurs ne vont pas être les mêmes. On a clamp, min et max, mais on en a beaucoup d'autres. Et ces fonctionnalités, elles sont importantes puisqu'elles nous facilitent énormément le responsive, ce qui est quand même l'un des points importants de nos développements sur nos sites web. Donc pour moi, c'était vraiment une des fonctionnalités qui a vraiment permis au CSS d'évoluer. Et tout dernièrement, on a vu que le CSS embarque du CSS natif, du nesting natif, pardon. Puis décembre 2023, je crois que 80% des navigateurs prennent en compte cette fonctionnalité. Si on prend l'exemple qu'il y a à l'écran, on se rend compte qu'en haut, à gauche comme à droite, la syntaxe est la même, mais par contre, il faut faire quand même attention, parce que le nesting natif et le nesting de SAS ne sont pas les mêmes. Si on compile du SAS avec du nesting, comme on voit à gauche, on se rend compte que le CSS qui est compilé va correspondre à une liste de règles en CSS qui sont séparées par le sélecteur virgule. Si on fait exactement la même chose avec le nesting en CSS natif, là, on ne va pas se retrouver avec une liste de règles, mais avec un is. Et ces deux façons de faire ne provoquent pas la même spécificité pour la règle finale. Là, si on prend notre paragraphe avec la classe content, à gauche, on va avoir une spécificité de 2, alors qu'à droite, on va avoir une spécificité de 1.0.1. Donc je pense que il va falloir faire attention dans nos prochains développements, surtout que pour le moment, SAS ne prend pas en compte le nesting natif, et il va faire une version de rupture dans les prochains mois. Donc il faudra faire bien attention dans cette montée de version, parce qu'il y aura sûrement des modifications à faire sur nos développements qui sont déjà existants. Si on synthétise un peu tout ça, on se rend compte que ça a été extrêmement important au début des années 2000 pour justement tous les problèmes du CSS 2.0. Mais de l'autre côté, CSS a réussi à évoluer et à récupérer tous les points forts que SAS avait mis en place pour les intégrer dans ses spécifications. Non, est-ce qu'on utilise vraiment CSS et SAS pour la même chose ? Là, c'est plus un point de vue personnel, mais pour moi, je pense que le langage CSS est vraiment fait pour des projets qui sont petits, qui sont assez simples, pas avec une structure complexe, ou pour des projets sinon qui ont besoin de beaucoup de performance. Le fait d'avoir des feuilles de style directement en CSS, et donc qui n'ont pas besoin de compilation, permet d'avoir une optimisation plus fine. Et c'est aussi une préférence d'équipe. Si votre équipe a l'habitude de travailler en CSS, ça ne sert à rien de rajouter une surcouche de SAS. Et je pense aussi que c'est le meilleur moyen pour commencer pour des débutants. Ne pas faire commencer des débutants sur SAS et les embêter avec tout plein de fonctionnalités comme mixin, etc. Pour les préprocesseurs, je pense qu'ils ont vraiment leur utilité pour des projets complexes avec une grosse structure. S'il y a besoin de modularité, le @include il est parfait pour ça. Les mixins aussi. Si vous avez des projets qui ont besoin d'avoir une thématisation forte, c'est pareil, les variables en SAS sont parfaites pour ça. Et si vous avez une compatibilité pour les anciens navigateurs, la configuration des préprocesseurs est faite pour ça. Et là aussi, c'est aussi une préférence d'équipe. Pour conclure, est-ce que la coexistence entre préprocesseur et CSS est encore nécessaire ? Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire au vu de l'avancée du CSS, mais par contre, elle est vraiment utile. Et pour ceux qui ont l'habitude de travailler en SAS, je mettrai quand même un point sur le fait qu'il ne faut pas oublier que le CSS a évolué et il faut regarder les dernières avancées du CSS et les faire travailler ensemble avec les fonctionnalités de SAS. Et j'étais beaucoup plus que prévu. J'espère que ça vous a plu et du coup j'ai tout le temps pour des questions. Merci. S'il y en a pas, ça me va. Oui. Je pense pas parce que SAS justement a beaucoup de fonctionnalités que n'a pas encore CSS.
genre le vocabulaire de logique avec les for, les each, etc. Ça, tant que le CSS va pas l'intégrer, je pense que ça va rester quand même très utile. Après, tout dépend vraiment du projet. Si vous avez des tout petits projets et que vous n'avez pas besoin de mixin, par exemple, avec le nesting natif, je vois sur beaucoup de projets, il y a beaucoup de développeurs qui utilisent SAS juste pour le nesting. Maintenant que c'est intégré dans le CSS, il n'y a plus d'utilité, effectivement. Après, si vous avez des gros projets, là, les préprocesseurs ont encore leur utilité. Oui. Pas pour le moment, je pense pas en tout cas. Je pense que comme ils sont là, c'est ce que j'ai fait sur le cookie, je les ai vraiment mis en opposition, mais je pense qu'ils sont vraiment complémentaires et ça va rester le cas encore assez longtemps, là. Si vous allez sur le blog de SAS, ils vous disent un peu les nouveautés qu'ils font. Là, la dernière nouveauté, c'est qu'ils vont pouvoir être compilés directement dans le navigateur. Et voilà, ils ont toujours une étape d'avancée par rapport au CSS, donc je pense que ça ne change pas la donne. C'est tout? Non? Oui. Ouais. Ouais. Tu me poses une colle? Non, c'est surtout au niveau des mixins, etc. Là, ça va être beaucoup plus fin. C'est surtout sur les gros projets avec une grosse structure. Je pense que l'utilisation des mixins, justement, va permettre de faciliter les choses. Souvent, on utilise les variables CSS pour du theming si on a genre un thème blanc, un thème noir. Alors qu'avec les mixins de SAS, là pour le coup, on peut avoir 15 thèmes différents, il n'y a pas de souci. Ça sera plus facile à mettre en place en tout cas. Euh, de ce que je sais, oui, effectivement. Mais que le alt include existe que en CSS, en SAS. Oui, oui, tout à fait. Ah oui? C'est vrai, c'est vrai. C'est tout bon. Bah, du coup, merci à tous.